c'est Bibiana pour Voix de Muse. Je suis contente de vous retrouver ici pour un format un peu plus intime pour vous raconter les dessous de la vie, tout simplement. Pas juste celle que vous voyez sur Instagram, parce que pour la plupart, si vous êtes là, c'est que vous m'avez connue sur Instagram, notamment la Noirisienne qui n'est plus. Mais je vais revenir sur cet épisode-là de ma vie, ou sur Thread éventuellement, ou tout simplement parce que vous me connaissez dans la vraie vie. Voilà, ici, même si vous me connaissez dans la vraie vie, vous allez en découvrir des choses, parce que je ne vous raconte pas tout. Mais ici, je vais tout vous dire. Il y a mes neveux chez moi, ils n'arrêtent pas de rentrer. Oui Zaza, qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres 3? C'est le chiffre 3? Oui, j'ai 5 ans. Toi, t'as 5 ans? Mais Zaza, t'as pas 3 ans, toi? T'as quel âge? Ah, tu vas avoir 3 ans? Désolée, je vais laisser ça dans l'épisode parce que ça fait 5 fois que je recommence parce qu'ils n'arrêtent pas de rentrer. Donc, pardonnez-moi. Je sais qu'il y a des mères qui m'écoutent. Vous savez ce que c'est, d'accord? Je reprends. On remonte à janvier 2024. Je vois que mon agenda est blindé. C'est sûrement l'énergie de la nouvelle année où j'ai dû décider que j'allais devenir organisée encore plus que d'habitude. J'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de trucs. Non, mais on dirait l'agenda d'un ministre. Je sais pas pour qui je me suis prise. Je vois aussi que j'ai plein de rendez-vous avec des prestataires parce qu'en fait, j'avais décidé de changer de positionnement, d'évoluer, de faire... Parce que c'est la 3e année de ma société, de Muse. Et que voilà, je voulais un... Pas la 3e, c'était la 2e année. Ah, j'attaquais la 2e année de ma société. C'est maintenant ma 3e année. Et je voulais du nouveau, de l'évolution, tout simplement. Donc je vois tout ça dans mon agenda. Et l'un des événements clés de janvier, c'est qu'il y avait mon show. Je crois que c'était le 26 janvier. C'était un vendredi. D'ailleurs, ce que j'aurais retenu, c'est mieux de faire le show, le Noirisienne Show. D'ailleurs, le Noirisienne Show, si vous ne savez pas ce que c'est mon One Woman Show que je faisais une fois par an. Ça mêle Money Mindset et histoire de vie, tout simplement pour vous créer des déclics sur votre rapport à l'argent et vous aider à les surpasser pour vos projets et votre vie d'abondance. J'adore ce show, c'est un de mes projets bébés. Je l'aime d'amour parce que j'ai des super témoignages après le show. Parce que ça crée réellement des déclics. Si j'arrive à changer ne serait-ce que la vie d'une personne ce soir-là, je suis ravie. Le job, il est fait. Bref, c'était une petite parenthèse. Ce que j'ai retenu, c'est que vous préférez en fin décembre, genre en fin d'année, on se retrouve, voilà, comme notre petit rendez-vous annuel, plutôt qu'en janvier. On arrive doucement en février. En février, il n'y a pas grand-chose à part le fait que j'ai pas mal de rendez-vous avec mes clientes. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un cabinet commercial. Je suis consultante commerciale en social selling. J'accompagne des entrepreneurs, notamment des artisans et des professionnels de la beauté sur leur stratégie d'acquisition client, c'est-à-dire gagner des clients grâce aux réseaux sociaux. Donc je crée leur stratégie ou je les accompagne à monter en compétences pour pouvoir le faire eux-mêmes. Je sais pas pourquoi je dis eux-mêmes, j'ai que des femmes. Pour le faire elles-mêmes. D'ailleurs, ne vous offusquez pas, messieurs, si je parle que au féminin. Voilà. Mon audience est à 98%. Donc, je vais parler au féminin. Pardonnez-moi, d'accord? Nous sommes en majorité. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de rendez-vous avec mes clients, beaucoup de consultations. Je vois pas mal aussi de rendez-vous médicaux. Retenez bien les rendez-vous médicaux qui ont commencé en février. Notamment des IRM et des rendez-vous chez le... En février, je commence à travailler avec une professionnelle du storytelling pour retravailler mon histoire. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà un moment que j'en ai marre de la Noirisienne. Pas que j'en ai marre d'elle, parce que c'est moi. Si vous savez pas qui c'est la Noirisienne, c'était mon ancien compte Instagram, là où la plupart d'entre vous m'ont connu à l'instant où vous écoutez cet épisode. J'en ai un petit peu marre de ce que je raconte, du contenu, du type de contenu que je fais. J'ai envie de raconter autre chose. Je sens que j'ai évolué, que je ne veux plus parler de la même chose, ou que du moins, je veux l'aborder différemment. Mais j'y arrive pas. J'ai du mal à sortir de ce personnage, à incarner la nouvelle moi, à incarner cette nouvelle évolution. Je me dis, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont me suivre? Mais oui, vous suivez l'humain, pas ce que je fais, mais ce que je suis. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Mais à ce moment-là, je ne l'étais pas. La preuve, je travaille sur ça en février, mais je n'en fais absolument rien.
Ce que je fais aussi en février, c'est que je démarre un accompagnement avec une styliste pour travailler sur mon image. Parce que j'ai une perception de la femme que je veux être dans le futur et je ressemblais pas encore à ça. Maintenant, je ressemble à la femme que je veux être. Ça passe par l'image. Des fois, vous regardez les gens, vous les jalousez, vous voyez des femmes, vous vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est élégante, qu'est-ce qu'elle est stylée, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est charismatique. » Ça se travaille, mesdames. Elle s'appelle Nadine, ma styliste, et n'hésitez pas à venir me demander en DM. Mon compte Instagram, c'est @bubiana. Si vous voulez, c'est coordonné. Elle a retravaillé mon image, mon style, elle m'a fait des mood boards, elle m'a sélectionné les pièces qui me vont et qui me mettent en valeur et surtout qui me permettent d'incarner cette femme que je veux être sans porter un masque, sans être déguisée. Parce que le but, c'est pas de faire semblant d'être. Non, je veux juste être moi et avoir une image qui est alignée. C'était génial. Vraiment, je vous invite à le faire si vous sentez que il y a une dissonance entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez être. Travailler son image, ça aide vraiment à aligner ça. Aujourd'hui, je suis fière de mon image. J'aime ce que je représente. Et si je devais le refaire, je le referais encore. C'est ce que je fais essentiellement en février. J'avais aussi fait un atelier sur entrer dans la tête de sa cible. Je vous ai dit que j'accompagnais les entrepreneurs. La cible est une question essentielle. Il faut savoir que moi, j'ai une approche qui est plutôt psychologique. Ouais, psychologique, voire neuroscientifique. Parce que j'aime beaucoup les neurosciences. J'aime comprendre comment fonctionne le cerveau. Non, pas pour manipuler les gens. Tout simplement pour comprendre comment les aider, tout simplement. Parce que la vente, c'est ça. C'est servir les autres. On arrive doucement en mars et ce qu'il y a essentiellement en mars, c'est mon voyage au Cap-Vert. Je suis allée au Cap-Vert pour la première fois. Non, je ne suis pas capverdienne, je suis haïtienne. J'y suis allée avec un groupe d'amis. C'était vraiment génial. Je vous invite vraiment à faire ce voyage. C'est un groupe d'archipels, donc vous pouvez faire plusieurs fois le Cap-Vert parce que c'est plusieurs îles. Moi, je suis allée à... C'était quoi l'île? Je me souviens pas. Là où il y a Praia. Voilà, je suis nulle en géographie. Donc ne me croyez pas sur parole quand je dis des choses géographiques, je ne sais pas ce que je raconte, d'accord? Voilà. Je sais que j'étais à Praia, en tout cas, le paysage est incroyable, les gens sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont sympas, les Cap-Verdiens accueillants. Oh, je les aime. La gastronomie, mais qu'est-ce que j'ai bien mangé. Ça a du goût. Ça a du goût. Non mais les Cap-Verdiens, ils savent faire à manger. J'ai fait aucun restaurant où genre c'était pas bon, où genre c'était fade, où ça avait... Tout a du goût. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, bref. Et les hommes, oh là là, les Capverdiens. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non mais peu importe vos goûts, vous allez trouver là-bas. Quand je vous dis qu'est-ce qu'ils sont beaux, ce n'est pas genre j'ai vu un de temps en temps. Non, à chaque coin de rue, t'es là. Oh waouh, oh il est mignon lui. Oh lui aussi. Oh. Non mais, j'exagère à peine. Les serveurs, la police, t'as presque envie de te faire arrêter pour qu'ils t'embarquent. Non mais incroyable le Cap-Vert, incroyable. Vraiment, je recommande. Je recommande. Les Cap-Verdiennes aussi sont belles, hein, mais vas-y, moi je suis pas lesbienne. Donc je m'en fiche. Elles ont de très beaux cheveux. Franchement, les Cap-Verdiennes, c'est quoi vos secrets pour les cheveux là? Vos boucles. On en parle de vos boucles? Pourquoi elles sont aussi bien définies? Pourquoi elles sont brillantes comme si vous étiez dans une publicité? Vous mettez quoi dans vos cheveux? Non, il faut nous dire. Il faut nous dire. Non, il y a des choses que vous ne dites pas. Pourquoi il n'y a pas plus de marques capillaires capverdiennes puisque vous semblez avoir des secrets que personne ne connaît? Non, il faut venir me voir. On va gagner en visibilité si vous faites des produits capverdiens pour les cheveux. Ça m'intéresse. Le monde doit savoir ce que vous mettez dans vos boucles. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. Enfin bref, on se reconcentre, on n'est pas là pour parler cheveux. Il n'y a pas grand chose dans ce mois de mars à part ce voyage. Je crois que je suis restée 10 jours là-bas. On arrive fin mars. Je vois un autre rendez-vous chez les gynécos. Oui, encore Bibiana, déjà en février t'y étais, t'es encore là en mars. Je vous ai dit, retenez l'information. Ce n'est pas anodin si je vous le dis. On arrive doucement en avril. En avril, il y a mon anniversaire. Voilà,
le 3. Je ne fête pas mon anniversaire. Il faut savoir que je fais partie de ces gens qui ont la tristesse de l'anniversaire. Je ne saurais pas vous dire la dépression, le blues de l'anniversaire. Non pas parce que j'ai peur de vieillir, au contraire. J'adore avoir la trentaine, j'adore prendre de l'âge, j'adore vivre, j'adore évoluer, grandir, vieillir. Il n'y a pas de souci avec ça, mais je ressens une telle tristesse. Je ne saurais pas vous dire. Et je suis encore plus triste si je suis avec des gens. Donc j'évite de fêter mon anniversaire pour ne pas me retrouver avec des gens. Je me sens mieux quand je suis toute seule. Donc mes meilleurs anniversaires, c'est quand je les passe solo. Je vais chez le coiffeur en général. Je change de coiffure radicalement, de coloration aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant, vous le voyez ma tête, vous voyez ma tête. Même si c'est une illustration, c'est une illustration de moi. Donc j'ai les cheveux courts et blonds. Avant, je les avais courts et roux. J'étais rousse. Peut-être il y a 2 ans, je sais plus quand j'étais rousse, mais j'étais rousse. J'étais brune, rousse, maintenant je suis blonde. Donc je profite toujours de mon anniversaire pour changer radicalement de coiffure. C'est tout ce que je fais. Je fête mon anniversaire tous les 10 ans, histoire de marquer le coup. Donc là, cette année, le 3 avril 2025, j'aurai 33 ans. Donc pas d'anniversaire, je le ferai solo. À moins qu'il y ait des gens qui veulent me faire un anniversaire surprise. Ne le faites pas. Voilà. Mes amis, mon entourage, si vous m'entendez, oh mais c'est triste, elle ne fête jamais son anniversaire parce qu'elle est triste. Ne me faites pas d'anniversaire surprise, ok? J'aime pas ça. Je n'aime pas ça, ok? J'ai l'impression que c'est un guet-apens. J'ai pas envie d'être avec des gens, ok? Et en fait, quand vous me faites un anniversaire surprise, j'ai l'impression d'être obligée d'être là, alors que ne le prenez pas contre vous. Je n'ai pas envie d'être avec vous, d'accord? Mais je peux pas vous dire ça dans la vraie vie. Je peux le dire devant le micro parce que je vous vois pas. Voilà. Mais j'ai pas envie de vous voir. J'ai envie de vous voir à mon anniversaire tous les 10 ans. Voilà. Donc rendez-vous à mes 40 ans. Oh, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Oh, ça a l'air d'être génial d'avoir 40 ans. C'est l'âge où vous avez de l'argent. Votre situation est stable. Normalement, si vous avez 40 ans, vous êtes toujours dans une situation financière compliquée. Je suis vraiment désolée pour vous. C'est pas censé se passer comme ça. Mais la moi quarantenaire que j'imagine, elle a de l'argent. L'argent coule à flot. L'abondance. Vous savez ce que c'est l'abondance? L'abondance. L'abondance, c'est avoir plus que ce qu'on a besoin. C'est ça l'abondance. Et moi, je veux ce niveau de vie-là. C'est avoir plus que ce dont j'ai besoin. Pas juste avoir de quoi subvenir à mes besoins. Non, non, ça c'est survivre. L'abondance, on a dit. Je veux l'abondance. Je veux l'abondance. Et rien d'autre. Et à ma quarantaine, je me vois baigner dans l'abondance. Donc là, on se fera un méga anniversaire de la mort qui tue. Voilà. Mais là, pour les 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, oubliez-moi. Je suis pas là. Oubliez-moi, ok? Voilà. Je vois que j'ai une réunion avec ma salariée en avril. Oui, parce que j'avais une salariée en 2024. Elle a fini vers mai-juin, je crois. J'avais aussi une prestation. J'avais des prestataires. Oh là là, qu'est-ce que cette prestation m'a mise dans la mouise, pour ne pas dire des gros mots. Parce que j'ai travaillé avec des prestataires. C'était pas une collaboration qui était fructueuse. Ça m'a créé des dettes que j'ai toujours pas fini de payer en 2025. Et ça a commencé en mars 2024. Ouais, et j'ai toujours pas fini de payer. Oui, je vous dis. Oui, on peut générer de l'argent, avoir une société qui fait rentrer de l'argent et avoir des dettes à payer. On vous dit pas ça sur Instagram. Nous avons des dettes. Voilà. Bon, j'ai plus trop là, mais voilà. Puisque je m'en suis chargée, Dieu merci. Mais des mauvaises décisions, mauvaise gestion égale dette. C'est la hantise des entrepreneurs, mais en vrai, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et des fois, on peut avoir peur de se lancer, de prendre certaines décisions, de faire certains investissements justement parce qu'on a peur des problèmes, des dettes, de ne pas réussir à payer, à rembourser. Ça fait partie de l'aventure. Voilà, dites-vous que ça fait partie de l'aventure et puis on y survit, ok? Le but, c'est pas d'arriver d'avoir des dettes, hein, non. C'est juste de vous dire, ça fait partie de l'aventure. Vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas un entrepreneur nul. Si vous avez des dettes, vous allez vous en sortir. Si au moment où vous m'écoutez, vous avez des dettes, vous n'arrivez pas à payer vos factures, à payer vos prestataires, vous avez des mises en demeure. Oui, j'en étais arrivée là, mise en demeure. Je reçois le mail. Oui, mise en demeure.
parce que vous n'avez pas payé telle facture. J'ai répondu, d'accord, merci. Ne faites pas ça, hein. C'est parce que je suis un peu insolente. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je réponde sérieux? Je sais que j'ai une dette. Donc tu crois que parce que tu m'envoies un mail de ton avocat, subitement, je vais trouver l'argent? Tu crois que je te paye pas parce que je garde l'argent sous mon lit? Non, je paye pas parce que j'ai pas. Bah, c'est tout. Quand j'aurai, je te payerai. C'est exactement ce que j'ai dit au prestataire. C'est pas que je veux pas payer. Je ne peux pas. J'ai fait ce que j'ai pu, ok? Jusqu'à présent. On a dit qu'on parlait à cœur ouvert, donc je ne vous mens pas, je vous dis tout. Je vous dis tout. Après, ne me demandez pas combien, d'accord? Ce n'est qu'un détail, voilà. Il n'y a rien en mars, il n'y a rien en mai, mais il faut savoir que sur toute cette période-là, j'étais dans une démarche d'investir et d'acheter mon appartement, enfin notre appartement, à ma mère et moi, parce que nous sommes toutes les deux propriétaires. Ne tardez pas si vous voulez acheter un bien, parce qu'à partir de 50 ans là, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Et selon votre cas, c'est compliqué d'emprunter de l'argent. C'est pour ça que je me suis associée à ma mère pour pouvoir acheter l'appartement. Donc j'étais entrepreneur et salariée parce que j'avais besoin de ce CDI pour pouvoir avoir un prêt pour avoir l'appartement. Donc je vous dis tout ça là en ayant en plus un travail de salarié à temps plein. Ouais. Mais je commence à en avoir marre. Je suis fatiguée. Mais quand je vous dis je suis fatiguée, je suis épuisée mentalement. Parce que je gère plein de choses. Le projet immobilier, je gère mes clients, je gère mon évolution, je gère mon salariat. J'étais business développeur quand j'étais salariée. Je gère mes problèmes de santé. Oui, rappelez-vous, je vais tout le temps chez le gynéco, chez le médecin. Voilà. Je gère tout ça. Je suis à bout. Le crédit qui n'aboutit pas, il manque toujours un papier, les assurances qui disent non, ils ne voulaient pas assurer ma mère. Deuxième assurance, ils disent non encore. Troisième assurance, on finit par les avoir à l'usure et on finit par obtenir le prêt et les assurances pour le prêt. Mais j'arrive à mai-juin, je suis sur les rotules. Vraiment psychologiquement, je suis à bout. Je suis dans un début de burn-out. Vraiment. Quand je vous dis j'en peux plus, je n'en peux plus. Du coup, pour mon salariat, j'enchaîne les arrêts maladie parce que vraiment, j'étais à bout. Mais l'arrêt maladie, il commence par ça, par une fatigue mentale. J'avais besoin de me reposer. Mais, rappelez-vous les rendez-vous chez les gynécos. Pourquoi tu y vas aussi souvent, Bibiana? Faut savoir que j'ai de l'endométriose et elle a été détectée par le plus grand des hasards. Oui, parce que j'allais pas pour ça, vu que je savais pas que j'avais de l'endométriose. Bon, je m'en doutais un petit peu vu les symptômes. Mais on me diagnostique officiellement une endométriose en 2022. Ok? Mais voilà, elle est gentille, elle n'évolue pas, voilà, elle me laisse tranquille, j'arrive à vivre avec, donc je calcule pas trop. Voilà, tranquillou bilou. Sauf qu'il n'y a pas que l'endométriose. J'ai tout ce qu'on peut avoir. J'en rigole aujourd'hui parce que bon, voilà, je m'y fais. Mais il y a l'endométriose. J'ai des kystes. Mais quand je vous dis j'ai des kystes, asseyez-vous mesdames. J'ai un kyste, oui, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai un kyste qui est posé sur mon ovaire, comme s'il payait le loyer, de la taille d'une orange. Une orange, oui, serrez votre poing avec votre main. J'ai un kyste qui est posé sur mon ovaire de cette taille-là. Quand le radiologue a vu ça, il m'a regardé en mode, mais vous allez bien? Je lui ai dit, ben ouais, pourquoi? Il dit, mais vous avez un kyste énorme, en plus il n'est pas tout seul, mais alors celui-là, il est énorme, plus l'endométriose, mais vous n'êtes même pas censé tenir debout. Je lui ai dit, bah ça va. Il m'a dit, vous prenez quoi? Je lui ai dit rien, du Nurofen flash de temps en temps quand j'ai un peu mal, mais c'est tout. Et il me dit, ça suffit? J'ai dit, ah je fais avec. Le médecin même me dit que je suis pas censée tenir debout. Mais je gère la vie comme ça, là, tranquillou, bilou, comme si de rien n'était. Je n'ai pas de traitement, rien du tout.
Non, on n'enlève pas le kyste parce que comme il est posé sur mon ovaire, l'enlever peut créer je caricature, un trou. Je n'ai pas encore d'enfant. On va pas en faire des trous sur mon ovaire, d'accord? Si ce n'est pas nécessaire. Donc tant que le kyste reste gentil, on n'y touche pas. Ok? Sauf que là, je continue. Du coup, je suis suivie. C'est pour ça que je vais régulièrement chez le gynécologue. C'est pas parce que j'adore aller chez le médecin. Sauf qu'à force d'y aller, de faire des IRM et de surveiller tous les parasites qu'il y a dans mon utérus, dans mes ovaires, un beau jour, oui, je préfère dire que c'était un beau jour, le médecin me dit que, en plus de tout ce beau monde que j'ai, ah oui, j'ai dit le kyste, mais j'ai des fibromes aussi. Oui, endométriose, fibrome, kyste, voilà. Un beau jour, le médecin me dit vous avez des cellules précancéreuses. What? J'ai un cancer ou j'ai pas un cancer? Ça veut dire quoi, précancéreuse? Ça veut dire c'est avant le cancer? Donc c'est un cancer ou c'est un bébé cancer? C'est un début de cancer? De quoi on parle, monsieur? Parlez-moi français que je comprenne. Mais je suis jeune, comment ça? Il me dit ça. En vrai, je réagis pas. Je suis très lente. Quand on m'annonce des trucs choquants comme ça, je réagis pas. Je réagis genre 2 semaines après. Je peux vivre des choses violentes sans réagir avec sang-froid, mais je vais réagir. En fait, je somatise. Et après, j'explose genre 2 semaines après. Donc je réagis pas, je fais ah d'accord, ok, du coup on fait quoi? Il faut vous opérer. Donc j'apprends ça en mai. Il me cale direct une opération pour le 7 juin. Le 7 juin, je me fais enlever ces cellules de mon utérus. Donc j'avais des cellules précancéreuses dans mon utérus. Faut savoir que ça m'a mis un coup au moral. Pourquoi? Parce que savoir que ma grand-mère est décédée d'un cancer. Je me suis dit, mais pourquoi elle, on n'a pas pu détecter plus tôt? J'ai eu le syndrome du survivant. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi ma grand-mère, on n'a pas pu détecter son cancer avant, quand c'était des pré-cellules cancéreuses? Pourquoi? Et en fait, le fait qu'on ait pu le détecter tôt, l'enlever, Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai rien. Voilà, si vous vous posez la question. Mais j'avais tout ça qui tournait dans ma tête. Pourquoi moi, c'est détecté aussitôt? Pourquoi moi, je passe à côté de ce cancer? Et du coup, c'est comme si ça me mettait le message dans ma tête. Tu dois vivre. Tu dois continuer de vivre. Donc même si ces choses se manifestent dans ta vie, comme tu dois continuer de vivre, tu as encore des choses à faire sur cette terre. C'est pas ça qui va t'arrêter. Ça me donne pas spécialement de force. Au contraire, à ce moment-là, je me sens faible. Rappelez-vous, je suis dans un début de burn-out, je suis fatiguée. Donc même si je me dis, ah cool, je dois continuer de vivre, j'ai une seconde chance, génial, allons faire des grandes choses. C'est pas du tout ça que je me dis. Je me suis dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée en fait. Limite, j'étais en train de me dire, pour vous dire dans quel état émotionnel, psychologique j'étais en train de me dire, vas-y. Est-ce que j'aurais pas préféré que la maladie m'emporte? Comme ça, j'ai une raison de me laisser aller. Mais là, non, je dois continuer de vivre. Oh, j'ai pas envie. Non, je n'avais pas envie de mourir. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que j'étais tellement fatiguée que j'avais la flemme de vivre. C'est horrible. C'est pas une envie de mourir, c'est une flemme de vivre. J'avais la flemme de vivre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point j'étais épuisée? Puis vous êtes là, vous me regardez sur Instagram. Ah, sa vie, elle est trop cool. Elle est trop drôle. Je rigolais pas de mon côté. C'était la tristesse. C'était le néant. C'était... Oh là là. J'enchaînais les rendez-vous chez le psy toutes les semaines pour tenir. Tout ça, je suis en arrêt maladie. On refait mon arrêt maladie tous les 15 jours. Enfin, c'était pas marrant. Mais dans cette période, mai-juin, je discute aussi avec une de mes clientes de longue date qui est à Mayotte. Et elle me dit, j'ai besoin d'aide et tout pour former les filles, les esthéticiennes à la vente. Parce que bien souvent, les esthéticiennes, elles sont juste esthéticiennes pour elles. Et elles sont pas chargées de vendre. Mais si, mesdames, s'il y a des produits, vendez. Donc, elle me dit qu'elle a besoin d'aide. En plus, elle va ouvrir notre institut. Donc, le truc se développe. Et
Elle est fatiguée aussi et elle est toute seule. Je lui dis, bah moi je peux t'aider. Elle dit, non, mais moi je veux pas un truc à distance et tout, j'ai besoin que tu sois là avec les filles et tout. Je lui dis, bah y a pas de souci, je suis pas collée au sol. Hein. Je peux venir à Mayotte. Elle me dit, non. Je lui dis, bah si. Je dis, t'es pas en train de me faire une blague là. Je dis, tu n'as qu'un mot à dire, je fais mes valises, je m'en vais. Elle a dit le mot. Vas-y, viens. Je fais, ok. J'ai démissionné pour être libre et pour pouvoir partir à Mayotte. Entre-temps, on a signé l'acte de vente pour l'appartement. Donc, gros déménagement. C'est vraiment, je continue de travailler avec mes clientes, mais je suis quand même libre du travail de salarié. Donc, je continue de travailler tant bien que mal avec cette psychologie, cette étape psychologique faible. Mais je continue. Et heureusement que j'ai mes clientes, heureusement que j'ai mon entreprise. Parce que vraiment, c'est ce qui me faisait tenir. Je tenais pas pour moi, mais je tenais parce qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi. Et je me suis dit, heureusement qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Vous savez qu'on a, enfin, surtout les femmes, on a ce truc de plus se donner pour les autres, mais pas pour nous. Mais cette fois-ci, c'était salvateur. C'est vraiment ce qui m'a sauvée à cette période. Jada m'a sauvée, ma cliente à Mayotte. Parce que du coup, excusez-moi, je parle avec Enfin, je me remémore en fait cette période-là et c'est maintenant que je réalise à quel point j'étais fatiguée. Heureusement que j'ai ce truc de tenir pour les autres. De tenir parce qu'on compte sur moi. J'aurais pas eu mes clientes qui me sollicitaient, qui avaient besoin de moi et en fait ça me donnait le sentiment d'être utile. Bien que j'étais fatiguée pour moi, pour ma vie, bien que j'avais la flemme de vivre, le fait d'avoir mes clientes qui me sollicitent, ça me disait tu sers à quelque chose, tiens bon, tout ce que tu fais ça ne sert pas à rien, ça sert à des gens. Donc, peut-être que pour toi t'as l'impression que tu tournes en rond dans ta vie. Mais le fait que tu sois là et que tu existes, tu fais avancer la vie des autres. Ça me faisait tenir. Donc mes clientes qui sont en train d'écouter cet épisode, je vais vous dire merci. Merci Jada. Merci de m'avoir proposé cette opportunité. Parce que ça m'a donné un nouvel élan, ça m'a donné un nouveau projet où mettre mon énergie. Merci à toutes mes clientes que je suis mensuellement. Heureusement que vous êtes là, heureusement que vous avez pris des rendez-vous. Heureusement que je vous avais en consultation. Vous vous doutiez pas dans quel état j'étais quand je faisais les consultations, mais c'est ce qui me permettait de me dire vas-y, t'as une consultation aujourd'hui, arrange-toi. Va prendre une douche, oui, parce que j'avais même la flemme de me laver à certains moments. J'avais même, quand vous êtes en dépression, même vous laver, même sortir de votre lit, c'est dur. C'est dur, c'est pas un manque de propreté, hein, c'est que tout vous demande un effort surhumain. Il y avait des jours où j'arrivais pas à me laver. Et il faut savoir que, c'est après coup que je m'en suis rendu compte, ma mère, elle me demande tout le temps maintenant, tu t'es lavé? Tu t'es lavé? Tu t'es lavé? Je comprenais pas pourquoi elle me demandait ça. Parce que je vais bien maintenant. Donc, je me dis, pourquoi elle me demande? Parce que je me suis lavée comme si j'étais une ado dégueulasse, prépubère, qui se lave pas. En fait, c'est cet épisode de ma vie qui l'a traumatisée parce qu'elle me voyait traîner en pyjama, ne pas me laver. Ça l'inquiétait, mine de rien. Et donc, maintenant, sa façon d'être attentive à ma santé mentale, c'est de s'assurer que le matin, je me suis lavée. Pour vous dire à quel point j'étais plus bas que terre, c'était que même me laver, c'était devenu une victoire tellement j'étais fatiguée. Et aujourd'hui, ma mère, elle continue de me demander à 32 ans est-ce que je me suis lavée? Ouais. Je me lave tous les jours maintenant, si vous vous posez la question. Ah purée, je reviens de loin. Vraiment, n'hésitez pas à aller chez le psychologue. N'écoutez pas les gens. Les psychologues, c'est pour les blancs. Non, c'est pour les fous. Arrêtez, on est en 2025. Évoluez, s'il vous plaît. Allez chez le psychologue. On est toutes
tous foutus dans notre tête, ok? Surtout si vous êtes une femme noire. Vous imaginez pas à quel point on a vécu des moments de vie traumatisants et on est là, on fait avec comme si de rien n'était. Allez chez le psychologue. Mesdames, prenez votre téléphone, allez sur Doctolib, prenez un rendez-vous chez le psychologue en fait. Allez-y. Et testez plusieurs psychologues jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui vous convienne. Moi j'en ai fait plein. J'ai fait psychiatre, j'ai fait psychologue, j'ai fait psychothérapeute. J'ai tout testé parce que je connaissais pas la différence. Et je saurais pas vous l'expliquer, mais il y a bien une différence. Psychiatre, franchement, si vous n'avez pas vraiment de troubles psychiques, n'y allez pas. Parce que son seul rôle, c'est vous donner des médicaments. Moi, j'en voulais pas. Je voulais juste qu'on m'écoute et qu'on me dise ce qui ne va pas. Voilà. C'est vraiment quand j'ai atterri par hasard chez une psychothérapeute que j'ai trouvé ma personne. Mais avant ça, non. Testez. Tous les psys ne se valent pas. Allez chez quelqu'un qui vous conviendra et vous êtes à l'aise. Tant que vous n'êtes pas à l'aise, changez, c'est pas grave. Vous allez finir par trouver quelqu'un qui vous convient. D'accord ? Enfin bref. En juin, juillet, je suis en déménagement. Essentiellement mes cartons, résiliation de tous mes trucs, changement d'adresse. En août, j'ai lancé le service d'emailing. J'écris les newsletters des marques. Donc si vous avez une marque, une entreprise et que vous n'êtes pas régulière dans votre newsletter, déléguez-la moi. Voilà, écrivez-moi en DM ou envoyez-moi un mail à bubiana, bubiana, @muselegacies avec un S à la fin, .com et demandez-moi un devis pour la newsletter ou vous pouvez aller directement sur mon site. Il est toujours en ligne quand vous l'écoutez parce que je dois le changer. www.muselegacies.com. La prestation s'appelle Newsletter Narrative. Donc je vois en août que je lance cette prestation-là pour mes clients, parce que j'aime beaucoup écrire. Voilà, une de mes facilités, c'est écrire et parler. Utiliser ma voix comme je suis en train de le faire là avec vous, en espérant que ce que je puisse vous dire vous servira à quelque chose, histoire que je n'ai pas vécu tout ça pour rien. Voilà, parce que c'est tout ce qui me console aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai vécu tout ça pour peut-être inspirer, impacter les gens, parce que sinon ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc quand vous vivez tout ça, vous êtes obligé de devenir quelqu'un d'autre, ou du moins d'évoluer, de gré ou de force en fait. Et je continue de travailler avec mes clientes, donc c'est un mois qui est vraiment très dense, très dense. Je sais pas comment j'ai tenu, mais le fait de me dire ouais, je vais me casser, je vais me barrer au soleil, je vais pas passer l'hiver avec vous dans le froid, ouais, je serai en débardeur en hiver. C'était mon seul plan, être en débardeur en hiver, voilà. Donc j'étais au taquet. En septembre, je retrouve du poil de la bête, je reviens à moi parce que j'ai des projets. J'ai démissionné de mon salariat, j'ai mon appartement maintenant, je suis devenue propriétaire, j'ai eu ce que je voulais, je n'ai plus besoin d'être salariée. Voilà, donc je reviens à moi. J'ai plus mes cellules précancéreuses, la santé ça va mieux, je reviens à moi grâce au psychologue aussi, parce on discute. Ce qui revenait souvent, c'est que j'avais l'angoisse du temps. J'ai l'angoisse de perdre mon temps, de passer à côté de ma vie, de pas faire ce que je veux faire réellement en fait. J'ai peur d'être spectatrice de ma vie. C'est-à-dire de regarder en arrière et d'avoir des regrets. De ne pas avoir au moins tenté de faire ce que je voulais faire. Vous me direz, c'est une peur qui est assez positive parce que ça me pousse à faire les choses. Vous pouvez faire plein de choses là comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'elle est courageuse. Je suis pas courageuse, j'ai peur. J'ai peur de foirer ma vie. C'est pour ça que je fais tout, je tente tout ce qui me passe par la tête pour ne pas avoir de regrets. Mais il y a une part d'angoisse et d'excitation, peur de passer à côté de ma vie, peur de foirer, mais je fais quand même. La plupart du temps ça foire pas. C'est ça qui est positif, c'est que même si j'ai peur, juste le fait de tenter, je dis pas que tout ce que je fais fonctionne, c'est pas vrai, j'ai plein de projets que j'ai foirés, mais je suis juste contente de l'avoir fait et j'ai la preuve que c'était pas une bonne idée, c'est ok pour moi. Je préfère l'échec au regret.
échouer, j'apprends quelque chose. Mais le regret, on apprend quoi du regret? Rien, tu rumines jusqu'à ta mort. Je ne veux pas de ça pour ma vie et je ne veux pas de ça pour vous. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Donc on est en septembre, je reviens quand même à moi, physiquement et psychologiquement. Et ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Donc on arrive à fin septembre. Je suis partie le 26 et je suis arrivée le 27 à Mayotte. Voilà, c'est ça. Donc fin septembre, je suis plus là. J'ai fui l'hiver, j'étais fière de moi. J'ai sauté dans l'avion, je suis partie. Donc là, je suis à Mayotte et le projet c'est je pars pour 6 mois, je reviens en mars. Donc je prends mon billet de septembre à mars. Et puis après mars, adviendra que pourra, on verra si je reste, on verra si je vais faire un autre pays, on verra si je reviens en France. Je ne sais pas. Faut savoir que moi, mon projet long terme, c'est m'installer quelque part dans un pays d'Afrique. C'est ça, le but de ma vie, c'est finir au soleil. Pas parce que j'aime le soleil et j'aime pas ça, je n'aime pas avoir chaud, je n'aime pas la plage, je n'aime pas ça. C'est juste que... Et le fait d'aller à Mayotte l'a confirmé, c'est que j'arrive à Mayotte. C'est un département français, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est à côté de Madagascar, les Comores, tout ça. La Réunion. C'est un département. En majorité, il n'y a que des Noirs. Les Blancs sont une minorité. Ils les appellent les Mozongo. Si vous parlez Swahili, vous reconnaissez le mot. En fait, j'arrive là-bas et qu'est-ce que je me sens bien. J'ai l'impression que je n'ai plus de problème. D'accord, le soleil, la vitamine D, tout ça, ça remonte le moral. Mais la vérité, ce qui me faisait du bien, c'est que... Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans un endroit où ta couleur de peau est en majorité. Qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas se sentir noire à un endroit. Ça te fait oublier que t'es une femme noire. Alors que quand t'es en métropole, quand t'es en Île-de-France, quand tu es à Paris, tu peux pas oublier que t'es noire. Tu peux pas, tout te rappelle que tu es noire. Tout. Et t'arrives là-bas, ce n'est qu'un détail, mais qu'est-ce que ça fait du bien à la charge mentale. C'est incroyable. Mesdames, messieurs, si vous êtes noirs, et que c'est quelque chose qui pèse dans votre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans votre entourage, vous devez porter un masque. Vous voyez le masque? Le masque qu'on met là, qu'on est dans un entourage blanc. Ouais, je sais que vous voyez. Même votre voix change. Même votre façon de parler change. Même votre vocabulaire, les mots que vous n'utilisez jamais chez vous là. Vous sortez tous ces mots-là au bureau, à l'afterwork du jeudi soir. C'est là où vous sortez votre meilleur français là. Votre personnalité blanche. Vous n'avez plus besoin de faire ça quand vous êtes dans un pays noir. Enfin, un département noir, là, pour le coup, parce que c'est pas un pays. Les blancs racistes qui vont écouter cet épisode vont dire « Mais rentrez chez vous si vous n'êtes pas bien chez nous !» Changez de refrain. Vous croyez qu'on reste là parce qu'on veut rester? On reste là parce qu'on a une mission. On ramasse l'argent. On ramasse l'argent, on se crée un empire et après on se casse. Vous vous inquiétez même pas qu'on va rentrer chez nous. Vous croyez qu'on veut rester avec vous? Vous croyez que... Je vais m'arrêter là, parce que je suis en train de me disperser. Mais je vous assure que je me sens bien. Pourtant, Mayotte, c'est clairement pas fait pour moi. Ils ont pas d'eau. Ils ont de l'eau un jour sur deux. Genre, il y a un planning qui dit dans tel quartier, dans telle zone, il y a de l'eau de telle heure à telle heure. Et puis il y a des jours où tu n'as pas d'eau. Donc du coup, tu dois remplir des seaux pour te laver. Moi, je suis une grande flemmarde. Je prenais même pas le temps de faire bouillir de l'eau pour la réchauffer. Je me lavais à l'eau froide un jour sur deux. Mon appartement, il était... voilà. Enfin, niveau bâtiment, niveau décoration, niveau standing immobilier. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Si vous voulez voir de quoi je parle, allez sur Airbnb, tapez Mayotte. Vous allez voir un peu. Non, moi qui aime les palaces à partir de 4 étoiles, moi qui aime la déco, moi qui aime le beau, visuellement, esthétiquement parlant, je souffrais. C'est pas pour critiquer l'île des gens, hein. Je vous dis ce qui me faisait mal et pourquoi ce n'était pas fait pour moi. Mais que comme je me sens tellement bien là-bas, ça vous fait oublier tous ces détails-là. Ça devient des détails subitement, ça vous remet ce qui est vraiment important en priorité. Se sentir bien. Être à un endroit où on se sent enfin à sa place.
Est-ce que là, aujourd'hui, quand vous m'écoutez, quand vous écoutez cet épisode, vous êtes capable de vous dire ouais, je me sens à ma place, ouais, je me sens acceptée, je me sens bien, ouais, je sens que je dois être là où je dois être. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Ben moi, quand j'étais à Mayotte, j'arrivais à me dire ça. Non mais quelle grâce! Quelle grâce si je mets 100 personnes là devant moi, 100 noirs, hein, hommes ou femmes, et que je leur demande est-ce que tu te sens à ta place? Si je prends 100 Arabes qui vivent en Île-de-France ou dans un pays occidental et que je leur demande est-ce que tu te sens à ta place? Si je prends 100 Chinois, 100 Thaïlandais, si je prends, vous avez compris, et que je leur demande est-ce que tu te sens à ta place? C'est dur de se sentir à sa place quand on n'est pas chez soi et surtout qu'on nous fait remarquer qu'on n'est pas chez nous. Là, tu trouves enfin un endroit où tu te sens chez toi, bien que ce ne soit techniquement pas chez moi vu que je suis haïtienne. Mais je me sentais chez moi, je me sentais parmi les miens. Oh, les Mahorais, je vous aime. Je vous aime, mais qu'est-ce que je vous aime. C'est une dinguerie. J'ai trop aimé, je reviendrai, mes chers Mahorais. Les restaurants. Oh, si vous me suiviez sur la Noirisienne, vous savez que je suis une fan de restaurants, que cuisiner, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai jamais autant cuisiné de ma vie. Pourquoi? Les restaurants sont nazes à Mayotte. Là, peut-être, j'ai fini par trouver 1 ou 2 restaurants que j'aimais bien. Du coup, je commandais tout le temps là-bas. Mais sinon, il y a des tacos à chaque coin de rue. Je parle pas des tacos des Mexicains. Les vieux tacos là, où ils vont mettre des frites et plein de viande, du cordon bleu, du steak haché à l'intérieur là. Berk. Comme ça, faut avoir un palais de Doberman pour manger ça. Je pouvais pas. Gastronomiquement parlant, j'étais déprimée pour la bouffe. C'était une catastrophe. J'ai dû me mettre à cuisiner alors que je déteste ça. Les courses sont chères en plus. Ça me revenait moins cher de manger au restaurant. Est-ce que vous vous rendez compte? La vie chère. Tous les départements français, les îles, en tout cas les dom-toms, tout ça là, vivent de la même chose. C'est horrible. Mais on s'y fait. La vérité, on s'y fait. Puisque les Mahorais, ils ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent, ce sont les clandestins. Et encore, même eux, ils s'en sortent pas mal s'ils bossent. Ils sont tous à peu près fonctionnaires, tous professeurs, tous. Et ils gagnent très bien leur vie. On vous fait croire qu'ils sont pauvres. C'est faux. On vous dit qu'ils sont pauvres. C'est faux. Ils font semblant d'être pauvres pour qu'on les laisse tranquilles. Je vous assure, faut aller. Faut aller. Ne me croyez pas sur parole. Allez à Mayotte, vous allez voir. Allez. Sans parler du fait que je vois dans mon agenda plage, détente. On est off le 27 octobre. On a fait une sortie plage, une sortie bateau. Les plages sont incroyables. On ne vous montre pas assez Mayotte comme il est réellement. L'eau, elle est incroyable, elle est transparente, le sable est blanc, fin. Le soleil, il tape. J'ai jamais été aussi caramélisée de ma vie. Incroyable. Allez faire un tour à Mayotte. Enfin, allez faire un tour si vous avez de l'argent, parce que les billets coûtent un rein. Allez. C'est pas une destination dont on vous parle souvent, mais si vous allez à la Réunion, si vous allez à Madagascar, vous pouvez aller à Mayotte en fait, c'est à côté, d'accord? Allez y faire un tour de ma part. Moi j'ai kiffé, même si c'est pas parfait, faut le dire, c'est pas parfait. Il n'y a pas grand chose à faire, on va pas se mentir, mais moi je suis une casanière. J'ai pas besoin de faire des activités de ouf, de sortir tous les soirs. Je reste chez moi, je travaille, ça me va. Donc en fait, c'est une vie qui m'allait très bien. Même Jada, il avait un peu peur que je m'ennuie et tout. Moi, m'ennuyer, ouais. J'ai passé la trentaine, je cherche la tranquillité, d'accord? Je cherche la tranquillité, la stabilité, je cherche la paix. Et je l'avais trouvé, ma paix à Mayotte. J'avais trouvé une forme de paix à Mayotte. Oui, parce que je crois que la paix peut prendre plusieurs formes. Truc très drôle aussi, j'ai développé mon compte TikTok à Mayotte. C'est vrai qu'à Paris, j'étais pas très TikTok, je l'ai jamais vraiment calculé, c'était mon réseau social poubelle.
Mais à Mayotte, ils sont très TikTok. Et j'ai juste fait quelques TikToks sur Mayotte, justement, sur mon aventure là-bas. En fait, je crois qu'ils étaient contents qu'on parle enfin de Mayotte, mais les gens ont bien qu'on disait des choses cool. Bon, je disais aussi des choses pas bien, parce qu'il n'y a pas que des choses bien, faut pas déconner, je reste authentique et sincère. On déplaise à beaucoup de Mahorais. D'ailleurs, je les soupçonne de me signaler de temps en temps, hein, bande de rageux. Voilà, c'est pas grave, je vous aime quand même. Bref, je me suis créé une communauté sur TikTok qui est essentiellement mahoraise. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas en tout cas, parce que je vais reprendre aussi TikTok. Et ce qui fait que j'étais connue là-bas alors que ça faisait pas longtemps, enfin connue avec de grosses guillemets. Tous les jours on me reconnaissait dans la rue. Pour vous dire à quel point l'île est minuscule, tu peux pas te cacher là-bas. Tu ne peux pas te cacher. Si tu pètes sur l'île dans le nord, en 24 heures top chrono dans le sud, ils savent que tu as pété à 17h30. Et on ne peut pas vivre caché là-bas. Tu as intérêt à filer droit parce que tout se sait. Tout se sait. C'est une folie. Tu peux pas avoir de vie privée. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Non mais, c'est une folie ce truc. Mais tout le temps on me reconnaissait. Quand je vous dis, j'avais l'impression d'être quelqu'un. C'est pour ça maintenant je crois que je suis quelqu'un. C'est à cause des Mahorais. C'est à cause des Mahorais. Maintenant je crois que je suis quelqu'un. Ah là là, en tout cas, c'était drôle. C'était très drôle. Mais Bibiana, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais en métropole du coup si t'étais si bien à Mayotte? Et malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui m'écoutent, j'ai vécu le cyclone Chido. On arrive en décembre. Je crois que c'était le 14 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vis ce cyclone en direct. Le pire, c'est que personne ne s'est préparé parce que ça va juste être de la pluie, un peu de vent, patati patata. Les gens faisaient des blagues même sur Snap. Oh, venez, on va au 5-5. Le 5-5, c'est un bar. Est-ce que le 5-5 existe encore aujourd'hui? Le cyclone a tout ravagé sur son passage. C'était un des pires jours de ma vie. C'est le jour où je peux dire que j'ai rencontré Dieu ce jour-là. C'est la première fois que j'ai eu aussi peur de ma vie. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. C'est que tu entends tout être détruit en direct. Autour de toi, le vent tape, ça soulève tout. Et quand tu te lèves le lendemain matin, tout est rasé autour de toi. Les bâtiments, les commerces, il n'y a plus rien, les arbres sont cramés. Une vision apocalyptique. Et je vous rappelle, moi je suis toute seule là-bas, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai rien, je suis toute seule là-bas et je vis le premier cyclone dévastateur de ma vie. Dans mon havre de paix, là où je me sentais si bien. Comment vous dire que j'ai remis toute ma vie en question? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il fallait que je sois là? Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu de cyclone de ce genre depuis 1984, je crois, au moins, si je dis pas de bêtises, à Mayotte? Pourquoi il faut que je sois là quand il y en a un? Qu'est-ce que la vie va m'approcher là? Pourquoi? Et j'échappe encore à un truc qui aurait pu littéralement me tuer. Je vous assure que mon appartement n'a pas eu grand-chose. J'ai juste eu une fenêtre cassée là où les voisins ont eu leur maison complètement détruite, gens en ruine. Il y a des gens qui ont tout perdu. Tu voyais des maisons à ciel ouvert, des maisons décapotables. Quand je vous dis une vision apocalyptique, mais une vision de l'enfer limite. Je sais pas comment j'ai pas sombré dans la dépression. Bref, c'était horrible. Mentalement, c'est dur parce que limite, t'aurais préféré que le cyclone t'emporte parce que c'est pas le vivre le cyclone qui est le plus dur, c'est le après. Après, tu dois continuer de vivre dans le chaos. Tu veux reprendre ta vie normalement, mais plus rien n'est normal. La vie s'est arrêtée. C'est comme si on avait mis pause sur Mayotte et puis on est là, genre on est spectateur de ce qui se passe et puis on ne contrôle plus rien. Et là, tu te souviens que mais ta vie n'est rien. Ta vie ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu crois que tu contrôles, mais tu contrôles rien. Le seul truc qui t'appartient, c'est le présent, c'est aujourd'hui.
Oui, demain je ferai. Tu seras là demain? Qui t'a dit que tu seras encore là demain? Ouais, mais je ferai lundi. Lundi t'appartient. Tu peux assurer, tu peux jurer sur ta vie que tu seras encore là lundi matin? Non, mais t'inquiète, moi je serai pas ce week-end. Hein. Tu peux mourir chez toi. Non, je veux pas vous créer des angoisses, hein, mais la vie, c'est rien. En une fraction de seconde, ça peut changer en bien ou en mal. Heureusement que ça peut aussi changer en bien. J'ai appris la vie en accéléré parce que j'étais obligée de méditer sur moi-même pour tenir bon. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas internet, t'as pas de bouffe, on bouffe que des sardines, du thon parce qu'il n'y a plus de supermarché, il n'y a plus d'électricité, il y a plus rien. T'es là, tu dois te débrouiller avec ce qu'il y a dans ton placard. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Genre j'étais avec moi et moi-même. Et je suis pas devenue folle. Non mais c'est un exploit. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais seule comme ça dans un appartement et puis le temps passe, je fais rien. Je faisais quoi? Je priais, je lisais, j'ai lu beaucoup de livres audio. Maintenant je suis addict, j'en écoute au moins 3 par mois. Audible en train de bouffer tout mon argent. Voilà. Mais c'est une folie. Je me suis mise à faire des vidéos en plus sur Instagram à ce moment-là parce que j'avais que ça à faire. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont vite eu l'électricité. Et donc Internet, c'est ce qui m'a sauvée. Une fois de plus, Internet m'a sauvée. Pourquoi je dis une fois de plus? Parce que vu que je fais des consultations en ligne avec mes clientes, c'est Internet. Internet, une fois de plus, m'a sauvée. C'est ce qui m'aidait à tenir, c'est d'avoir une fenêtre sur le monde à travers mon téléphone, à travers les réseaux sociaux, à travers cette connexion avec vous, avec mes abonnés. Comment mes abonnés étaient en panique. Quand j'ai pu me reconnecter, mon Dieu, comment ils avaient peur. Ils pensaient que j'avais disparu, les gens me cherchaient. Ils ont cherché ma famille pour savoir si j'étais vivante et tout. Enfin, c'était une folie, c'était une folie. Je suis revenue sur Internet, non mais vous inquiétez pas, je vais bien, Dieu merci. Et du coup, après, j'ai fait des vidéos un petit peu plus longues, des réels, pour documenter un peu l'après. C'était dur, c'était vraiment dur, c'était pour m'aider à tenir, c'était du content thérapie. Voilà, en fait, ça m'occupait de filmer, de faire le montage, de mettre les textes, ça faisait passer mes journées. J'étais pas blessée, j'étais pas malade, mon appartement tenait debout, j'étais pas à la rue. Du coup, je faisais pas partie des personnes qui pouvaient partir d'urgence, qui pouvaient être rapatriées. J'ai fait la demande quand même. Dieu merci. Un jour, on m'appelle à 22h et on me dit « Votre demande de rapatriement a été acceptée, vous partez demain à 16h. » J'ai dit « Si c'est une blague, c'est pas drôle. Franchement, je suis fatiguée. Si c'est quelqu'un que je connais qui me fait une blague, c'est pas drôle. Va te faire foutre si c'est une blague. » J'ai dit ça au monsieur. « Pourquoi tu m'appelles à 22h? C'est pas normal. » Genre, je sais pas, pour moi, forcément, c'était une blague. Il dit « Non, je suis vraiment désolée pour de vrai, c'est pas une blague. Je suis vraiment désolée de vous appeler à 22h, mais j'ai tellement de gens à appeler que je suis encore au bureau. » Je fais « Ah d'accord. Ah, pour de vrai, je pars ?» Il dit « Oui, vous partez demain, vous avez juste à vous pointer à l'aéroport, il y aura votre nom sur la liste et c'est tout. » Waouh. Je raccroche, je me mets à pleurer, je remercie le ciel, je remercie Dieu, je me dis je suis même pas prioritaire, je suis pas censée être dans cet avion, je suis pas prioritaire, j'ai rien. Et on me trouve une place. Je me casse. À savoir qu'entre-temps, mes abonnés étaient tellement paniqués qu'ils m'ont dit d'ouvrir une cagnotte. Moi, je voulais pas, je vais faire une cagnotte pour faire quoi? Dieu merci, heureusement qu'ils m'ont soufflé l'idée de faire une cagnotte. Donc, j'ai pas fait de cagnotte. J'ai ouvert mon PayPal, j'ai dit, mais si vous voulez faire un don pour m'aider à rentrer sur Paris, parce que vu que je pouvais pas être rapatriée, c'est sûr que j'allais devoir rentrer par mes propres moyens. Or, je n'avais pas prévu de rentrer et excusez ma vulgarité, mais ces salopards de compagnie aérienne ont fait flamber les prix des billets. On est dans une situation catastrophique. Les prix, mais c'était de la folie, des 1900 €, 2000 € pour partir alors qu'on est en situation de crise. Vous voulez qu'on reste coincé ici? J'avais pas. Je dis, mais oh. Oui. Genre, comment ça, t'as pas 2000 € sur un compte d'épargne? Je vous rappelle que je venais d'acheter un appartement. Toutes mes économies y sont passées. Je n'ai plus de thunes. J'ai rien, j'ai plus rien de côté. Je suis dans la période où je dois reconstituer mon épargne. Donc je n'ai plus un rond. Heureusement que le monsieur m'a appelé pour me faire rentrer.
Bah alors du coup t'as fait quoi avec l'argent des PayPal? Il y avait juste le rapatriement. Le rapatriement il est pas de Mayotte à Paris. Il était de Mayotte à La Réunion, qui est juste à côté. Moi j'habite pas à La Réunion. En fait t'arrives à La Réunion. De La Réunion tu dois payer ton billet pour partir par tes propres moyens. Ah. Mes amis, quand je vous dis l'argent est doux, la vie est dure sans argent. Arrêtez d'avoir peur de l'argent, arrêtez de vous dire que non mais les riches ils sont mauvais. Gagnez votre argent, ça vous facilite la vie. Heureusement que mes abonnés étaient là. C'est ce qui m'a permis de payer une partie du billet. J'en ai eu pour 1 000 € à partir de La Réunion. 1 000 €, 1 200. Je me souviens même plus. Ah non, j'ai dépensé beaucoup d'argent. En 2 jours, j'ai dépensé pas mal d'argent parce que 1 000 € le billet. J'ai dû dormir à l'hôtel le soir parce que l'avion il partait le lendemain. Donc j'ai pris une chambre d'hôtel. Quand tu prends comme ça à la dernière minute, j'en ai eu pour 200 € la nuit d'hôtel. J'en ai eu pour 50 balles de nourriture. Enfin, de taxi aussi. J'ai pris des taxis. Mais en tout, j'avais bien eu pour au moins 1 500 € pour revenir. Ah là là. 1 500 € quand t'as pas l'intention de les sortir comme ça à l'imprévu, ça pique. Quand t'as de l'épargne, c'est pas grave. Tu dis l'épargne, bah c'est pour le au cas où. Moi, j'avais pas de au cas où. Donc quand je vous dis ça pique, ça pique. Donc je suis revenue. Je vais pas me plaindre de ces dépenses-là. Je suis contente de pouvoir revenir. Donc je reviens genre le 27 décembre, malgré moi. Donc moi qui narguais les gens avec mes débardeurs sur Instagram pendant que les gens étaient dans le froid. La vie est trop drôle. Donc je vis tout ça et je reviens sur Paris. Je suis pas censée être là. En fait, j'ai du mal à m'en remettre. Genre, je suis là, mais je me sens comme une étrangère. Genre, je me lève le matin et je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? C'était pas censé se passer comme ça, en fait. Qu'est-ce que je fais là? J'étais dans le déni total. Jusqu'à présent, je mets encore des shorts tellement je suis dans le déni parce que j'étais censée passer l'hiver en short et en débardeur, ok? Bref, c'est comme ça que je me retrouve de nouveau en France. Non mais... c'est trop. Tout ça, en une année, c'est trop. C'est trop pour une seule personne. Mais on nous dit que les batailles ne sont jamais plus grandes que les personnes qui les supportent. C'est parce qu'on a le dos pour supporter que ça nous arrive. Faut rétrécir mon dos. Je ne veux plus prendre... À quoi la vie me prépare en fait en me faisant vivre tout ça en une année? T'es obligé de te demander. J'arrive en début janvier 2025, je suis là, je suis à la fois perdue et à la fois ancrée en moi-même. J'ai jamais été aussi sûre de qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où je dois aller. En fait, la vie m'a tellement giflé que ça m'a remise les idées en place. Maintenant, je suis hyper dans la gratitude. Quand je suis chez moi, je suis assise, je suis dans le chauffage et tout. Oh, je meurs pas de froid, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un frigo plein, je peux aller faire les courses, j'ai de l'eau tous les jours. Mais oui, parce qu'à Mayotte, j'avais de l'eau 1 jour sur 2. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir de l'eau dans votre douche tous les jours? D'avoir de l'électricité, d'avoir internet, d'avoir un téléphone, d'avoir des gens autour de vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Maintenant, tout me touche. Je suis devenue encore plus sensible qu'avant. Je suis encore plus émerveillée par la vie parce que j'ai vu à quel point tout pouvait basculer. Je me dis, oh là là, le présent m'appartient. Je vais savourer chaque minute comme si j'allais mourir demain. Pas de manière glauque, hein, genre, oh mon Dieu, je vais mourir demain. Non, c'est genre, oh waouh, c'est génial d'avoir son appartement. Oh, c'est génial d'avoir un super matelas pour dormir. Oh, c'est confortable. Oh, c'est génial d'avoir le chauffage. C'est génial de pouvoir aller au restaurant quand je veux. Oh là là. C'est génial de pouvoir m'habiller. C'est génial de pouvoir me payer des trucs. Oh, je suis contente d'avoir des amis, une famille. Ah, j'ai vu à quel point les gens s'inquiétaient pour moi pendant le cyclone. Savoir que j'avais aussi dans ma dépression là ce sentiment de solitude profond. Mais vraiment profond. En fait, que je sois entourée ou pas, je me sentais constamment seule. Constamment. J'avais un vide à l'intérieur de moi. J'avais un énorme vide. Non pas que je croyais qu'il y avait personne qui m'aimait, mais je sais pas, je me sentais seule. Mais tellement seule.
Et le fait de voir tous ces gens s'inquiéter pour moi jusqu'à m'envoyer de l'argent pour que je rentre, des inconnus. Je vous parle de mes abonnés, hein, je vous parle pas de mes amis, de ma famille. Je vous parle de mes abonnés qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui m'envoient de l'argent pour que je rentre en France tellement s'inquiètent pour moi. Non mais, je me suis dit, mais il y a des gens qui t'aiment, Bibiana. Tu te sens seule pour faire quoi? Et là, j'ai fait la différence dans ma tête entre tu te sens seule, mais tu n'es pas seule. J'ai réalisé que j'étais pas seule. Vous savez pas à quel point ça m'a rempli. Ça a rempli le vide que j'avais. De comprendre en fait que j'étais pas seule. C'était juste un sentiment dans ma... C'était un truc dans ma tête. Parce que je m'étais beaucoup isolée. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. En fait, je me sentais seule. Et maintenant, en fait, j'ai compris, j'ai vu. Il a fallu qu'un truc aussi grave m'arrive pour que je voie que je n'étais pas seule. Que les gens m'aiment, qu'il y a des gens qui ont besoin de moi dans leur vie. Mais c'est juste incroyable, c'est juste fantastique. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et limite, je me remercie d'avoir vécu ça. Je me dis, mais heureusement que j'ai vécu ça parce que ça se trouve encore aujourd'hui. J'aurais encore ce sentiment de solitude en fait. Et je suis reconnaissante d'avoir été là-bas à ce moment-là parce qu'en fait il y avait plein de choses que j'avais besoin de comprendre dans ma vie et je les aurais jamais vécues ici. Des fois vous avez l'appel pour partir à un endroit, suivez cet appel. Vous savez pas ce qui vous attend. Je savais qu'il m'attendait quelque chose là-bas. Je savais, mais je savais pas quoi. Bon, aujourd'hui je sais. Il y a des choses qui devaient m'arriver pour que je devienne la Bibiana d'aujourd'hui. Et je suis reconnaissante pour ça. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je suis contente de la Bibiana que je suis devenue aujourd'hui. Zaza, tu peux sortir, tu laisses ta petite finir? J'arrive, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je dis pas que je le referai, hein. J'ai pas besoin de vivre un autre cyclone, non merci. Voilà. Savoir qu'après, quelques jours après, il y a eu un autre cyclone encore qui est passé, qui a frôlé Mayotte. C'était moins grave que Chido. C'était Dikeledi. Ouais, le cyclone Dikeledi. Je me suis dit, oh purée, c'est pas vrai. Oh, heureusement que je suis partie. Oh mon Dieu. J'ai eu l'impression de tout abandonner derrière moi, d'avoir été lâche, je m'en voulais d'être partie. Je me sentais nulle. En même temps, je me suis dit, la vie doit continuer. C'est pour ça que j'aime ce que je fais parce que je réalise à quel point c'est important pour mes clientes ce qu'elles font. De la même manière où cette entreprise, elle me sauve, elle me maintient en vie tous les jours. Je sais ce que ça représente pour elles. Et je traite leur projet, leur entreprise comme si c'était la mienne. Je suis prête à tout donner pour mes clientes. Parce que je le vis dans mes entrailles, l'importance de ce que ça représente pour nous. Quand tu as créé ton entreprise à partir de pas grand chose pour ne partir de rien, parce qu'on ne construit pas une entreprise à partir de vraiment rien du tout, il y a toujours un truc, mais quand tu construis tout ça à partir de pas grand chose et que tu mets ton énergie, ton argent pour le faire grandir, s'il y a quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, mes chères femmes entrepreneurs, c'est bien moi. Donc voilà, on arrive à maintenant. On est le 14 février quand j'enregistre cet épisode. 14 février, c'est la Saint-Valentin. Enregistrer le premier épisode du podcast faisait partie de ces choses que je repoussais encore et encore, alors que j'ai dit que je sais que le lendemain ne m'appartient pas et que je devais faire les choses le jour J. Mais je suis humaine, il y a encore des choses que je ne fais pas parfaitement, même si je suis consciente que chaque jour ne m'appartient pas. Et que je peux juste faire ce que je peux le jour J. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement faire ce que vous devez faire. Là, ce qui s'est passé de majeur en janvier-février, c'est la suppression de mon compte Instagram, la Noirisienne, que j'avais mis des années à construire, cette communauté qui m'a portée, qui m'a fait rentrer à Paris après le cyclone. Instagram décide un beau matin de supprimer mon compte. Je n'ai pas d'explication, ne venez pas me demander pourquoi. Je ne sais pas, d'accord ? Je ne sais pas. Et je ne me suis absolument pas
battue pour les récupérer parce que, rappelez-vous, depuis le début de l'année, je veux changer d'histoire. Je veux changer la narrative, je veux raconter autre chose. J'avais commencé à retravailler sur ça. Je savais pas comment le faire et je ne voulais pas lâcher la Marisienne, je voulais pas changer. Là, j'ai laissé en plan le truc alors que j'avais initié le changement, mais je le faisais pas. Voilà. Et ben la vie m'a forcé à le faire. La vie m'a forcé à le faire. Instagram a supprimé mon compte. Ah ouais, tu veux pas changer? Tu veux pas renouveler ton contenu? Bah voilà, on va te faire recommencer. Du coup, quand il a été supprimé, je me suis pas battue. Oui, mais vas-y, bats-toi. Mon cousin, il s'est fait supprimer son compte, mais il a réussi à récupérer. Je m'en fiche. Je suis ravie pour ton cousin, mais je ne récupérerai pas ce compte parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux raconter une nouvelle histoire. Je veux raconter la nouvelle du bien-être. Pas nouvelle, mais celle qui a évolué. Et je veux vous emmener avec moi. Donc j'avais besoin de faire table rase du passé. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas le contenu que j'ai fait avant, pas du tout. C'est celui qui m'a permis d'être là où je suis, c'est celui qui m'a permis d'avoir plein d'opportunités, celui qui me permet d'avoir mes clientes incroyables que j'aime d'amour. Mais c'est la fin d'un chapitre en fait. Et souvent il y a des chapitres qui doivent se fermer, se finir, mais vous vous y accrochez et votre vie devient de pire en pire. Laissez partir. Tout ça là, tous ces événements, ça m'a appris le lâcher prise. Et je vous dis pas à quel point c'est puissant le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est reconnaître qu'on n'a pas le contrôle sur la situation, sur ce qui nous arrive, sur les gens, qu'on peut rien faire, qu'on accepte ce qui est censé arriver. Et je vous assure, quand vous lâchez prise, quand vous laissez, pas laisser tomber, c'est pas abandonner, hein, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle et qu'on peut rien y faire. Laissez passer. Ne luttez pas. Ce n'est pas toutes les batailles qu'il est bon de mener. Quand vous devez lâcher prise, lâchez prise, parce que si vous forcez, vous allez sentir passer plus tard et la vie vous forcera à lâcher et la leçon elle va revenir encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez ma vie n'est que succession de problèmes. C'est toi qui ne veux pas apprendre ce que la vie est en train de t'apprendre comme leçon. Tant que tu n'auras pas compris, ces événements, ces problèmes comme tu les appelles vont se répéter. C'est vraiment ça que je voulais que vous reteniez. Ne luttez pas contre. Quand ce n'est pas pour vous, laissez partir. Je vous assure que quand c'est pour vous, ça viendra à vous. Donc là, je suis dans un moment où je recommence mon compte Instagram. Je ne m'appelle plus la Moirisienne. C'est juste Bubiana. C'est mon prénom. Et je suis ravie que vous soyez là pour m'accompagner sur cette nouvelle aventure. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Si vous êtes en train de vivre des moments difficiles, que vous avez l'impression que la vie s'acharne sur votre dos, dites-vous que c'est parce que la vie, c'est parce que Dieu vous aime et qu'il veut vous apporter des choses où il faut que vous soyez préparés pour ça. Je ne dis pas d'accueillir les problèmes à bras ouverts, mais menez les bons combats et cherchez toujours le bon côté des choses. Il y en a toujours un. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens en paix, je ne suis plus déprimée, je n'ai plus la flemme de vivre, au contraire. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de vous inspirer, j'ai envie de vous impacter. Maintenant, je suis consciente que les mots qui peuvent sortir de ma bouche, ils ne sont plus anodins. Parce que c'est quelque chose qui m'a touchée quand j'ai perdu mon compte Instagram. J'ai vu à quel point les gens étaient tristes pour moi. Vous étiez plus tristes pour moi que moi-même. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vous ai apporté pour que vous soyez aussi attristés? Ce n'est qu'un compte Instagram. Et les gens m'ont dit, ce n'est pas juste un compte Instagram pour nous, Bubiana. Tu nous inspires tous les jours. Le jour où tu as dit si, ça, moi ça a changé ma réflexion. Ça m'a permis de passer à l'action. Ça m'a permis de te trouver, de faire appel à tes services et de faire évoluer mon business. Tu me permets de me rappeler de prendre soin de moi. Tu me rappelles que les choses valent la peine d'être vécues et que peu importe de là où je viens, je peux créer quelque chose de grandiose. Tu nous montres qu'avec pas grand chose, on peut faire des choses incroyables. Tu nous montres que juste en étant toi, tu peux toucher des gens, tu peux les transformer, tu peux impacter leur vie. Donc quand les gens m'ont dit ça, je me suis dit waouh, je peux pas arrêter là, parce que j'aurais très bien pu arrêter et me dire je fais plus rien, j'ai plus de compte Instagram, allez bye. Non,
Je le fais pas juste pour moi, je le fais pas pour la fame. Je le fais parce que j'ai une mission. Et je m'engage pour vous à accomplir ma mission. À vous inspirer, à vous impacter tant que je le pourrai. J'espère que les moments que vous êtes en train de vivre en ce moment sont supportables. Je vous assure qu'il y a une fin. Rappelez-vous de ça. Il y a une fin. Tout recommencer peut sembler effrayant, mais c'est parfois le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Si tu es en transition, sache que chaque fin est le début de quelque chose d'encore plus grand. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Et je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à le partager sur Instagram, sur n'importe quel réseau social. Dites aux gens d'aller l'écouter, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Mettez un avis 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour en DM ou sur Thread si vous voulez me faire quelques commentaires pour améliorer le podcast. Je vous dis à bientôt et je vous aime.